Aujourd'hui, je pense que je préfère gagner moins et avoir plus de temps pour moi et ma famille que de gagner plus et avoir moins de temps. Parce que c'est bien d'avoir tout l'argent du monde, mais si tu ne peux pas en profiter, quel intérêt? Salut à toutes et à tous et bienvenue au 3e épisode du podcast Développement avec Brian Oumana, dans lequel je rencontre des personnes qui performent dans leur domaine. Je suis à Chez Soi Food & Coffee à Neuchâtel et j'ai le plaisir d'avoir en face de moi Nelson Carvalho. Bonjour à tous. Ancien combattant professionnel de MMA, Mixed Martial Arts en anglais, arts martiaux mixtes en français. C'est ça. Directeur, propriétaire, fondateur de la Fight Move Academy, qui compte 1000 m² de surface dédiée à l'entraînement. Propriétaire du Lions Fighting Championship, qui est une ligue de combat suisse. Et depuis 2019, propriétaire, administrateur de la société Paul Immo, qui est basée dans le canton de Neuchâtel. C'est ça. Salut Nelson. Bonjour, bonjour. Ça me fait très plaisir de faire cet épisode avec toi. Merci beaucoup. Étant donné que tu es la première personne qui a cette casquette entreprise, entrepreneuriat, directeur et casquette sportive de haut niveau, professionnelle. Et l'idée du podcast, c'est le développement, pas seulement d'entreprise, mais aussi personnel. Et pour moi, le sport, c'est très important. Même si j'ai jamais été un athlète d'élite, ça compte pour moi. Je me sens mieux quand je fais du sport. Et du coup, je suis vraiment content qu'on puisse faire ça. C'est une réalité. Je pense que beaucoup de gens qui n'ont pas connu le sport, ils ne peuvent pas se rendre compte des bienfaits que ça peut leur apporter. Et des fois, je me pose la question, quand je vois certaines personnes qui ont des entreprises et qui ne font pas de sport, mais elles performent quand même. Ouais. Et moi, je lis beaucoup de choses et j'écoute beaucoup de podcasts. Et à chaque fois, il y a cet aspect, si tu ne fais pas de sport, tu ne seras pas performant dans ta vie hors professionnelle. Et du coup, c'est un gros thème dont j'aimerais qu'on discute. C'est quelque chose de très important parce que moi, je m'occupe de pas mal de chefs d'entreprise, des CEO de très grandes marques. En tant que coach. En tant que coach, voilà, des gens qui ont 1000-1500 personnes sous leurs ailes. Et ils ont eu cette période très carriériste où certains qui ont été jusqu'à avoir des problèmes de santé, ou un jour, petit déclic, il faut que je me mette au sport, et c'est des gens maintenant qui s'entraînent plus que certains athlètes de haut niveau que j'entraîne. Non, blague à part, j'ai des gens qui sont arrivés à 50 ans, ils ont un déclic, soit parce qu'ils se sont dit il faut que je me remette en santé, parce que sinon je vais droit contre le mur, soit le médecin leur a dit écoute mon gars, si tu ne te réveilles pas aujourd'hui, peut-être c'est demain, t'es mort. Ouais. Et ils gagnent cet amour pour le sport et ils sont beaucoup plus performants au travail. Et c'est des gens qui étaient très carrés dans le boulot, etc. Et maintenant ils préconisent même le sport dans l'entreprise. Mais des fois je me demande à quel point est-ce que, justement, donc c'est des personnes qui ont commencé à croître dans une entreprise ou justement carriériste comme tu as dit, sans le sport. Sans le sport, ouais. Et des fois j'ai l'impression que c'est, entre guillemets, alors c'est pas du tout facile, mais que c'est plus facile de faire une carrière sans le sport, et après quand tu arrives à un niveau, là tu peux commencer à implémenter le sport dans ta vie. Oui, alors je pense qu'au niveau de l'emploi du temps c'est beaucoup plus facile, mais je pense qu'aussi ces gens, ils auraient pu se libérer la tête et peut-être encore plus performer, on ne le sait pas. Ouais, mais tu vois, et plus longtemps et avoir une meilleure endurance, etc. Parce qu'on voit aussi beaucoup de jeunes entrepreneurs qui ont beaucoup de succès qui font du sport. C'est-à-dire qu'ils arrivent à allier sport régulier avec un emploi du temps très concurrentiel. Moi, mon premier gros client, il y a plus de 10 ans, qui m'a dit écoute Nelson, mon seul moyen pour venir faire du sport, c'est que je marque dans mon agenda comme si c'était un rendez-vous. Toi, tu es mon client le plus important de la semaine et je ne peux pas rater ce rendez-vous. Et c'était le seul moyen qu'il avait pour le faire. C'est-à-dire que je pense que tous ces grands entrepreneurs qui ont pseudo pas de temps, s'ils marquent ça comme un rendez-vous de travail qui va être déterminant pour la suite de leur entreprise, ils arriveront à libérer du temps. Après, ils ont besoin d'une personne comme toi. Ils ont besoin d'un coach, quelqu'un qui va les motiver. Totalement. Je connais peu d'entrepreneurs qui arrivent à s'entraîner tout seuls. Voilà, ils ont aussi cette facilité financière qui permet d'avoir le coach. Mais après, je pense que si tu trouves un bon partenaire d'entraînement qui te challenge aussi un petit peu, où tu as une bonne affinité, ça peut être aussi très bien.
Il faut juste avoir ce petit truc qui te donne cette passion. Ouais. Mais juste avant qu'on aille plus loin, j'aimerais quand même présenter la Fight Move pour les personnes qui ne connaîtraient pas. On est en train de déborder. La Fight Move, c'est 2 centres sportifs dans le canton de Neuchâtel. Donc un à Neuchâtel, ville ou commune, et un à La Chaux-de-Fonds. C'est une académie consacrée à la préparation physique et au sport de combat depuis 2007. Et tu as une équipe de combattants pro. C'est aussi une boxe de CrossFit affiliée, qui est la FMA Gold. Exactement. Et du coup, toi, tu as mis fin à ta carrière professionnelle de combattant en 2017. C'est ça. Donc ça va faire 4 ans. 4 ans, déjà. Oh là là, ça ne me rajeunit pas tout ça. Alors ouais, pratiquement 4 ans, c'est ça. Ouais. J'ai toujours de la peine à me situer dans les dates, parce que ça va tellement vite que... Ouais, 1 année, 2 ans. Des fois je dis, ah mais ça fait 5 ans que j'ai arrêté. Ah non, mais ça fait 2 ans que j'ai arrêté. C'est l'importance. Au final, le temps, c'est dans la tête. C'est dans la tête, c'est ça. Tu avais déjà la Fight Move, tu avais déjà le Lions FC, le Fighting Championship. Qu'est-ce qui a changé pour toi quand tu as mis fin à cette carrière? Je vis ma meilleure vie. C'est vrai? Bien sûr. Alors, quand je dis je vis ma meilleure vie, c'est que maintenant je m'entraîne vraiment que pour le plaisir. Ouais. Alors qu'avant, j'avais beaucoup de plaisir, attention, j'adore m'entraîner, j'ai toujours aimé beaucoup m'entraîner, mais tu avais quand même des obligations. C'est-à-dire que quand j'étais blessé, j'étais un peu ça je pense que c'était mon gros problème, c'est que j'allais toujours en overtraining, j'étais toujours en surentraînement, parce que je dormais pas beaucoup, je travaillais, je gérais une académie, etc. Mais maintenant, si je suis un peu fatigué, j'écoute un peu plus mon corps. C'est-à-dire que, ok, aujourd'hui je ne m'entraîne pas, ou ok, je vais me focaliser un peu plus sur ça ou ça. Alors, j'ai beaucoup plus de liberté qu'avant. Alors qu'avant, tout était réglé à la seconde. Hein. Je me levais à 6h30 du matin, j'allais donner peut-être un cours privé, je m'entraînais, je redonnais des cours. La vie, elle était... chronométré, ouais. Maintenant, j'ai beaucoup plus de liberté. J'ai un emploi du temps qui me permet d'être un peu plus large. Ouais. En plus, maintenant, avec le Covid, encore plus. Ouais. Avec tes enfants? Avec mes enfants. Et, le Covid, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée ces dernières années. J'aurais jamais pu passer autant de temps avec mes enfants, parce que même si j'ai arrêté ma carrière, je voyage encore énormément avec mes athlètes. Je continue quand même à me former. Je suis encore en suffisamment bonne forme pour pouvoir continuer à avoir des entraînements de haut niveau. Alors je profite au maximum d'emmagasiner, parce qu'un jour peut-être que je pourrais moins voyager ou moins m'entraîner, et ça serait dommage. Voilà. Tu disais que ça fait, là tu as un client, un de tes clients les plus importants, ou en tout cas les plus réguliers, ça fait environ 10 ans que tu es avec? Alors moi j'ai des clients, ça fait... la plupart de mes clients, c'est minimum 5 ans qui sont avec moi. Okay. Voilà. Mais j'ai des clients que ça fait 10 ans, qui me suivent, d'autres 7, d'autres 3, mais ce sont des clients à long terme. Okay. Parce qu'ils viennent pas... Je pense que ma clientèle, enfin mon business... On ne peut pas parler de business model, mais j'ai des coachs qui vont entraîner vraiment plutôt des gens qui veulent perdre du poids pendant 1 ou 2, 3 mois, et après ils ne vont plus jamais les revoir. Moi, mes clients, ils viennent pour se faire du bien à la tête, avant tout. Que je pense que 99% de mes clients, ils sont là pour avoir une discussion, pour que j'ai challenge, bien sûr, au niveau physique, mais aussi psychologique, et qui se libèrent de toutes leurs tensions et pressions quotidiennes. C'est avant tout ça que ma force, je pense. Ouais, ok. Mais parce que moi, j'ai entendu, j'ai l'impression qu'il y a un peu un essor dans le coaching, dans le personal training. Maintenant, il y a un peu tout le monde, les personnes qui... Exactement. Et par rapport à ta fin de carrière, est-ce que tu as maintenant mis plus le... Oui, l'accent. Exactement. Ouais. Alors, de toute façon, j'avais un choix assez simple, c'est que j'aurais pu continuer encore à combattre quelques années, parce que je suis en forme, mais au sacrifice de beaucoup de choses. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours dit, je fonderai une famille, j'aurai des enfants seulement quand j'arrêterai ma carrière, parce que c'est très compliqué. Avec les voyages, je suis peut-être 3 ou 4 mois par année en vadrouille. Au total? Au total. Je peux pas m'occuper comme je voudrais de mes athlètes. Je peux pas m'occuper comme je veux de mes élèves, tout simplement, et je peux pas donner de coaching. Voilà. Et si j'ai envie
construire quelque chose pour l'avenir, comme j'ai fait avec l'académie. C'est pour ça que j'ai commencé à avoir une académie en même temps que ma carrière, parce que je sais qu'une carrière sportive, ça peut s'arrêter très vite. Moi, j'ai dû arrêter le sport pendant de nombreuses années à cause d'une grosse blessure. Alors je me suis dit, mais ça peut arriver. J'ai eu la chance de pouvoir reprendre le sport, mais j'aurais peut-être, comme certains talentueux sportifs, ils doivent arrêter leur carrière parce qu'ils ont une blessure au genou, une blessure à la main, peu importe. Alors j'ai toujours voulu construire quelque chose en même temps. Alors je me dis, maintenant, est-ce que je sacrifie encore 3-4 ans et passer à côté de plein de choses? J'avais de plus en plus de demandes grâce à ma carrière, à mon nom. Et moi j'adore le coaching, mais je peux plus tout faire. J'avais aussi d'autres projets comme Polymo, développer le Lions, etc. Et voilà, ça fait longtemps que je suis dans le game. Ça fait hyper longtemps que je suis dans le game. Je pensais être un des pionniers des sports de combat en Suisse. Et il fallait que je passe à autre chose. Voilà. Ok. Donc quand tu as commencé, ça a toujours été très présent pour toi. Enfin, quand je dis quand tu as commencé, donc ça veut dire en 2007 ou avant 2007, tu t'étais déjà dit si ou quand je serai. Attends, en 2007, tu étais déjà pro? Non, en MMA? En MMA, non, 2010. 2010, ok. Voilà, 2010, ouais. Il me semblait. Mais du coup, tu as fondé l'académie en 2007. C'est ça. Tu voulais promouvoir les sports de combat. C'est ça. Et après, tu es devenu combattant pro. Et tu t'es jamais dit, parce que j'ai revu, je sais plus si c'est une interview, je crois que c'est une interview de toi, où tu disais que tu as commencé la Fight Move, il y avait quelques personnes qui étaient avec toi, petit à petit ces personnes sont parties et toi tu es resté. Ouais. Tu t'es jamais dit, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi est-ce que moi je continue alors que ces personnes-là partent? Alors non, parce que ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai eu une grave blessure à la main. Moi je faisais de la boxe taille à la base, je viens du striking. Ouais. Et j'ai dû arrêter totalement les sports de combat, je faisais un peu de muscu, et un jour j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien. Ouais. Parce que ça me permettait quand même de faire quelque chose sans avoir un impact. Même quand j'ai combattu pour mon premier combat en 2010, les premiers combats, je me sentais pas à l'aise pour frapper vraiment à 100% avec ma main. J'ai mis du temps à reprendre confiance en ma capacité de mettre des coups de poing en fait. Et voilà, moi j'ai recommencé les sports de combat sans aucune intention réelle au final. Pour moi c'était un peu fini, j'ai repris des études, j'avais un travail à 50% et je faisais des études à côté. On en reviendra parce que c'était aussi dans le domaine de la construction, c'est pour ça que Polymo est arrivé. Ouais, et on s'est associés, on m'a demandé de venir donner des cours, j'ai commencé à donner des cours, je te résume assez rapidement. Et tout a été très vite. C'est-à-dire que plus j'ai commencé à donner des cours, plus il y avait de monde. C'est-à-dire qu'on est passé peut-être de 0 membres à 20, on est passé vite à 50, à 100. Et le jour où j'ai décidé d'agrandir, parce que j'étais dans une petite salle qui faisait 60 mètres carrés, où il y avait diverses disciplines, on ne va pas les citer. De Châtelleville? De Châtelleville, rue de la Trée, au-dessus de la côte. Vraiment une petite salle. J'ai fait la boxe chinoise. Voilà, il y avait de la boxe chinoise. Il y a longtemps. Il y a très longtemps. Et j'ai décidé de prendre le local à côté, si tu te rappelles bien. Et c'est moi qui ai pris la décision, mais personne ne voulait prendre de risques. Tout le monde voulait, oui, on fait une association, on crée le Fight Move Academy. On fait une association où c'est vraiment un regroupement de plusieurs disciplines. On est passé de 4-5 personnes à plus personne ne veut prendre le risque de prendre un bail, parce que c'est comme moi je dis, moi je prends le risque et je vous souffle la salle. Et automatiquement, comme c'était ma salle, j'ai commencé à prendre plus d'horaires, les horaires bien sûr qui m'intéressaient le plus, à avoir chaque fois plus de monde, et les autres, ils commençaient à chaque fois à avoir moins d'élèves. Et peu à peu, il y a eu des disparitions. Et, voilà, ça reste un peu flou dans ma tête, parce que ça date. Mais voilà, c'est vraiment là que le Fight Move, en 2008, a vraiment commencé à avoir son essor, où je suis passé peut-être à 150, 200 membres, ce qui était énorme à l'époque, pour des sports émergents comme le MMA ou la boxe thaïlandaise qui n'existaient pas du tout. Et moi, j'ai décidé, en temps, peut-être 3 mois avant mes examens, mon CFC, j'ai tout arrêté. J'annonce à mes parents, à ma femme, j'arrête tout, je me lance à 100%, je vais donner du coaching, je vais combattre, je vais donner des cours, et voilà. Et ça fait comme ça. Alors est-ce que le fait de tout avoir abandonné et de
je conseille ça à personne. Hein. C'est un risque énorme. Je conseille à tout le monde de suivre des études, de rester peut-être dans le protocolaire. De plus en plus, hein, ça veut dire, bon, les études, oui, mais justement, tu es un exemple. Je suis un exemple. Tu vois, qu'on pourrait suivre et se dire, bon, je me lance au final. Alors, pourquoi faire des études, mais bon. Je peux pas le conseiller parce que si ça rate, ils m'en voudront. Mais s'ils réussissent, ils auront oublié que c'est peut-être grâce à moi. Mais j'ai pris un risque et après, moi, quand je décide de faire quelque chose, peut-être j'aurais pu me tromper. Mais après, je sais que j'ai suffisamment de capacité pour rebondir. Tout le monde n'a pas ça, au final. Et tout le monde n'a pas ce goût du risque. Moi, je l'ai toujours eu un petit peu parce que j'ai fait quand j'ai changé de salle et que je suis venu ici à la gare où je suis passé d'un loyer peut-être de 3 000 francs à presque 15 000 francs aujourd'hui. On parle de chiffres vagues, mais on n'est pas loin. C'était un très gros risque. Hein. J'ai passé des années horribles où je travaillais comme un fou. Je me levais à 5-6 heures du matin, je travaillais jusqu'à 9-10 heures le soir. Et ça a mis des années à prendre, mais maintenant je suis content. Avant le Covid, j'étais content. Mais ça a pris du temps. J'ai quand même amené quelque chose à Neuchâtel qui n'existait pas, ou même en Suisse romande ou en Suisse. Et j'ai quand même réussi à faire quelque chose que personne n'avait fait avant. Maintenant, je pense que j'ai ouvert la porte à beaucoup de gens parce que c'est venu à la mode et beaucoup de gens ils ont pu s'inspirer de moi. Et c'est génial parce que moi j'adore la concurrence parce que la concurrence c'est une des meilleures publicités qu'il puisse avoir. Hein. Ça te pousse toujours à faire mieux et à avancer, tu es obligé de te battre parce que si tu as quelqu'un qui t'as pas de concurrence, tu te laisses tu te reposes sur tes lauriers. Et, je pense que la concurrence c'est hyper sain. Et je pense que plus on parle d'un sport comme je pense que j'étais le premier à faire le CrossFit, je suis le premier même si j'étais pas affilié, mais ça pour moi c'est la plus grosse bullshit. Et, j'étais là. Voilà, c'est ça, t'étais là. C'est que je pense que tous ces gens-là qui parlent de vraie boxe, etc., c'est la plus grosse connerie qui existe. Je donne un exemple, je suis affilié à Neuchâtel, mais je suis pas affilié à Chaux-de-Fonds, et là-bas je suis pas du CrossFit, alors que c'est les mêmes coachs. Bref. Je vais pas débattre sur ça. Non, mais c'est l'hypocrisie. Bref. Oui, complètement. Alors, je pense que j'ai lancé. C'est un label. C'est un label. Comme le greenwashing. À voir qu'est-ce qu'il a fait, ce jeune homme. Il y a tout le monde qui lui a tourné le dos maintenant. Parce que quand il a fait ses réactions un petit peu racistes. Oui, exactement. Alors, il y a beaucoup de box qui ont fermé parce que comme ça, ils ne payent plus les 3000. Et, non, voilà, il y a beaucoup d'hypocrisie autour de ça. Et ça reste du sport. C'est-à-dire que ce soit la boxe, le crossfit, le MMA, moi j'ai rien inventé. Mais je pense à être un des premiers à avoir amené ça, y avoir fait connaître et à mettre en avant. Maintenant, il y en a beaucoup qui ont pu en profiter et c'est tant mieux parce que plus on parle de ces sports, plus ça va se développer. Et c'est ça que je veux, c'est que ces sports ils se développent parce que, comme tu as dit, ça fait du bien à beaucoup de gens. Mais justement, ça doit rester sain. Ça ne doit pas partir dans ces guéguerres, moi je suis affilié, ça c'est totalement débile et totalement inutile parce que ça ne fait pas avancer le sport. Ça ne fait pas du tout avancer le sport. Voilà. Complètement. Donc pour revenir à ta carrière en tant que pro, tu disais qu'aujourd'hui tu peux te faire entre guillemets plus de bien pour toi en t'entraînant comme tu le veux, parce que tu en as envie et pas parce que c'est une obligation. Même si au fond de toi, je suis sûr que c'est une obligation. non, mais je pense que le sport de haut niveau, il peut devenir malsain parce que il y a tellement de concurrence, tellement de challenge que tu te mets à toi-même que on se fait du mal au final, parce qu'on cherche tellement la performance extrême qu'on se fait beaucoup de mal. Moi, par exemple, je me levais le matin, j'étais brisé, des fois je mettais 2 minutes à aller à la douche, je prends ma douche chaude, ça se déboîtait un petit peu, j'avais des courbatures, des douleurs partout. Et j'allais m'entraîner parce que je me dis, le gars que je vais affronter, il est déjà en train de s'entraîner, tu vois, dans ma tête. C'est con, hein. C'est totalement con parce qu'aujourd'hui, ce que je dis justement à mes élèves, c'est le contraire, c'est écoute ton corps, dans la limite du possible. Si je vois qu'ils sont un peu lazy, je vais leur pousser au cul, mais il faut savoir écouter parce que le repos fait partie de l'entraînement. Et ça, j'ai dû l'apprendre. Et par mes erreurs. Moi, j'ai commis énormément d'erreurs dans ma carrière qui m'ont coûté cher ou pas cher, ça a été au culot, certaines choses j'ai eu de la chance, ou pas de chance, on va dire, mais j'ai commis beaucoup d'erreurs, mais qui me permettent aussi d'avoir cette maturité aujourd'hui pour pouvoir transmettre et aiguiller mes combattants.
ce qui est bien. Voilà. Parlant d'erreurs, par rapport à la partie vraiment professionnelle, est-ce qu'il y a des erreurs qui t'ont fait grandir ou qui ont pu amener la Fight Move où elle est aujourd'hui? Alors, les plus grosses erreurs que j'ai commises dans ma carrière, c'est les coupes de poids. C'est que je coupais, quand je parle de coupe de poids, c'est du cutting, c'est descendre d'un poids rapidement pour être le jour J, enfin le jour de la pesée à ce poids-là. J'ai fait des trucs extrêmes, mais j'ai commis plusieurs fois ces erreurs. Mais parce que voilà, moi j'étais d'une génération, on n'avait pas les suivis. Je vois maintenant qu'avec Volkan et l'UFC, c'est qu'on a vraiment des nutritionnistes, des médecins qui nous disent vraiment comment tout faire. De A à Z, on a un planning, à 8 heures, tu prends ton BCA, tu prends tes oméga 3, tu vas prendre ça pour mieux dormir, le magnésium, tu vas boire tant de litres d'eau, tout est calculé. À l'époque, on essayait quoi. Moi, je suis beaucoup entraîné au Brésil, tu fais comme ça, ok, ouais, un petit peu comme... tu testes. C'était à l'arrache. C'était pas à l'arrache, mais c'était vraiment extrême. On essayait de maintenir le poids le plus haut possible et descendre le plus bas possible. Ça convenait à plein de gens. Moi, ça me convenait pas. Moi, j'ai perdu, je pense, le pire que j'ai fait entre 14 et 16 kilos en 48 heures. C'était vraiment extrême. J'ai mis des mois à me remettre, mais c'est des choses que je ferai plus jamais. C'est de la déshydratation? Déshydratation totale. Ouais, c'est des bains chauds, on prend des choses, des diurétiques pour aller plus aux toilettes, tout ce qu'il ne faut pas faire, quoi, parce que ça surcharge les reins, bref. Mais on te dit de faire comme ça, tes mentors ils disent c'est comme ça, tu fais comme ça. Tu ne cherches même pas à réfléchir, mais parce que tu n'as connu rien d'autre. Après, quand j'ai commencé à voyager aux États-Unis, eux ils ont une méthodologie vachement plus scientifique, avec des médecins, des suivis, des protocoles beaucoup plus sereins. Et la dernière grosse coupe de poids que j'avais fait, c'est passé. C'est à peine si j'ai dû faire du sauna, quoi. Ce qui est génial, quoi. Et si on fait un parallèle avec ta carrière sportive, ou toute la partie sportive que tu as eue pendant toute ta vie finalement, avec la partie vraiment en tant que directeur de l'académie, même propriétaire, parce qu'il y a toute la partie gestion avec le Lions FC. Qu'est-ce que t'amène le sport? Le sport, tu peux rien lâcher. Enfin, moi, j'ai toujours appris, c'est que chaque chose que tu fasses, je schématise, mais tu mènes un combat. Et ce combat, tu dois le gagner. C'est-à-dire que tu dois trouver les ressources. Moi, j'ai su m'encadrer. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes, justement, qui sont dans des grosses entreprises et qui m'ont aussi formé, qui m'ont... j'ai appris d'eux, voilà, c'est leur expérience, etc. Et ça, j'ai eu beaucoup de chance parce que je pense que tu peux faire n'importe quelle étude de haute école, si tu rencontrais ces personnes, je pense que ce sera la même formation. Parce qu'ils ont vraiment une connaissance du terrain et ils vont vraiment t'expliquer les choses que tu as besoin. Alors, moi, je lis beaucoup de livres aussi, j'adore lire. Et voilà, tout ce qui est gestion d'entreprise, marketing, etc. Et je pense que j'ai une bonne vision. Je sais pas si tu as déjà vu un petit peu les vidéos qu'on fait, la publicité. Je pense qu'au niveau marketing, on n'est pas trop mal. On pourrait être mieux, mais ça vient pratiquement tout de moi. J'ai pas un gars qui a fait des 10 ans de marketing qui m'explique. C'est un peu par rapport à ce que je vois aux États-Unis, dans les publicités. Je m'inspire beaucoup, je me renseigne, je recherche et on fournit quelque chose qui est assez correct. Okay. Mais par rapport à ces personnes dont tu gagnes de l'expérience, donc c'est tes clients c'est des clients, je peux plus dire que c'est des clients parce que c'est des gens qui, la plupart, c'est des amis. Voilà, c'est des amis ou c'est vraiment des gens proches, c'est des gens que je fréquente régulièrement, on mange souvent ensemble, qui me présentent aussi d'autres gens, qui t'agrandis le réseau et t'apprends beaucoup, je pense. Après, voilà, j'ai 38 ans, c'est que j'ai eu beaucoup d'années à avoir cette expérience, mais dans le magazine, c'est comme des années d'études. Et pour parler d'études, oui. Donc tu ne conseillerais pas aux personnes de ne pas étudier, ou en tout cas de ne pas faire une formation en guillemets basique, si on peut dire ça comme ça, en Suisse, c'est-à-dire CFC ou
Ouais, que ce soit apprentissage vraiment dans la technique ou apprentissage commercial. Mais n'empêche que, tu l'as dit, quand tu discutes avec ces personnes, tu peux apprendre, tu peux emmagasiner beaucoup plus de choses que ce qu'on pourrait dans certaines écoles. Bien sûr. Et on voit, on l'entend souvent, que le monde du travail et le monde de la théorie ou des études, parfois c'est le jour et la nuit. Mais ça, je pense aussi, tout dépend aussi quel professeur tu as. Si tu as la chance de d'avoir un professeur passionnant, tu vas apprendre beaucoup. C'est un professeur qui est là juste en train de relire son cours. Complètement. Au bout de 10 minutes, il t'a perdu, je pense. Maintenant, je pense qu'on a des très bonnes écoles en Suisse. Moi, pour mes enfants, j'ai envie de leur faire de très bonnes écoles au maximum. Mais je ne sais pas si après ils auront la chance de rencontrer les mêmes personnes que j'ai rencontrées. Parce que tu peux passer aussi à côté de ça. Je pense qu'une formation, elle est indispensable. Et, mais après, tout dépend de ce que tu veux construire, tout ce que tu as envie de développer. Et tout dépend aussi de ce que tu as dans la tête. Tu peux avoir plein de bonnes et de mauvaises idées. Bien sûr. Après, c'est peut-être bien d'avoir quelqu'un qui te challenge. C'est-à-dire que, ok, tu as une idée, tu as quelqu'un que tu connais très bien, demande-lui. Il faut avoir l'honnêteté de se dire, ok, je me remets en question, challenge-moi un petit peu. Est-ce que mon idée est bonne? Pourquoi? Développe. Si tu as des idées, tu sais pas comment développer, si tu as un problème, comment changer de direction, c'est que tu n'as pas la réflexion. Tout le monde n'est pas un bon entrepreneur. Moi, je connais des gens, ils sont très forts s'ils sont dirigés. S'ils ne l'étaient pas, ils seraient très mauvais. Tu vois. Alors, je pense que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Non, et heureusement. Oui, exactement. Heureusement, puis c'est ce que tu disais, c'est une prise de risque. Il y a tout le monde qui veut. Alors, il y a des personnes qui prennent des risques jusqu'à un certain stade, d'autres qui vont encore plus loin, comme par exemple ce que tu as fait, en prenant ce bail, en t'agrandissant. C'est des risques qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Et comme tu dis, heureusement. Sinon, je sais pas, il y a certains locaux qui n'existeraient pas. C'est ça. C'est ça. Mais pour revenir à tes enfants, de toute façon, ils auront mon podcast. Donc ils pourront toujours apprendre de personnes. Non, mais c'est vrai que c'est dans cette optique-là que moi, l'année passée, j'ai décidé de rencontrer des dirigeants, fondateurs, fondatrices d'entreprises pour justement avoir cette expérience que moi je n'avais pas, que je n'ai pas forcément trouvé dans l'école de gestion où j'ai étudié, dans les livres. Par contre, moi j'apprends beaucoup des podcasts parce que c'est des personnes qui ont fait des choses, des énormes choses parfois, qui à moi m'inspirent beaucoup. Et du coup, c'est vrai que moi c'est pareil, je conseillerais les études, mais une fois je me dis qu'on n'apprend pas forcément. En fait, on ne va pas forcément à l'école pour apprendre ce qu'on devrait faire au travail, mais c'est plutôt une méthodologie de pensée. Il y a un réseau, puis bon, ça reste important en Suisse. Donc, on apprend des choses. Tout dépend de l'école que tu fais. Il y a des écoles comme l'école hôtellerie à Lausanne. C'est plus le réseautage qui est intéressant que l'école en soi. Exactement. Il y a d'autres écoles privées comme ça, ou un peu spécifiques, où c'est plus le réseautage, enfin les amis que tu vas te faire durant ces années-là, qui sera intéressant. Et par rapport au réseau, c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup. Est-ce que toi, au fil du temps, tu as créé un réseau? Alors, je pense que j'ai créé un réseau, mais assez restreint, parce qu'il y a plusieurs façons d'avoir des réseaux. C'est que tu as les amis de tes amis, bien sûr. Après, il y a des gens qui sortent beaucoup, qui vont manger et qui font du réseautage comme ça, qui font chaque fois qu'il y a des événements, qui tu te présentes, etc. Moi, j'ai jamais cherché à faire un réseau comme ça. Moi, tout mon réseau, c'est des connaissances ou des gens qui sont venus à moi, en fait. Et ça me va comme ça. Je ne me vois pas commencer à faire tous les événements XY, d'être loin de ma famille le soir ou de l'académie pour ça, en fait. Tu as des exemples, Lunch Max et tous ces choses-là. De temps en temps, je suis invité, j'y vais, mais je ne vais pas courir après ça, en fait. Je ne vais pas courir après ça. Je pense qu'avec le Covid, ce qui se passe maintenant,
tout ce truc de réseautage va aussi beaucoup changer. Ouais, je pense aussi, ouais. Bah, avant, tu allais manger avec tes clients, tu passais ta journée avec tes clients. Enfin, dans les années 80, 90, 2000, c'est ce qu'ils faisaient. Tu avais rendez-vous à 11h, tu manges jusqu'à 17h, tu signes un contrat et tu as fait ta journée. Exactement. Ouais. Aujourd'hui, je ne sais plus si c'est possible de faire ça. Aujourd'hui, avec le Covid, mais pré-Covid, c'était encore hyper ancré. Quoi. J'espère que ça reviendra parce que moi, j'adore aller manger avec mes amis. Ouais. Ça, tu vas souvent manger au resto? Ouais, moi j'adore. Alors, je vais souvent au resto pour plusieurs raisons. C'est que j'ai aussi des clients qui ont des restaurants. Ouais. J'adore manger, genre bien manger. Ouais. Je voue une lutte au fast-food. Parfait. Mais moi j'aime bien faire travailler le commerce local. C'est-à-dire que je vais manger régulièrement dans. Je ne peux pas aller partout, mais j'essaie de diversifier les endroits où je vais. Je vais plus régulièrement chez les gens que je connais, ce qui est normal. Parce que j'aime la bonne cuisine, j'aime partager un moment avec mes amis ou avec des clients. C'est génial ça. Vivement qu'ils ouvrent. Ouais, complètement. C'est dans quelques semaines en plus. Ouais. Mais comment est-ce que tu arrives à gérer cette partie justement où t'aimes aller manger au resto, t'aimes la cuisine, d'un autre côté t'es un sportif? Oui, mais manger au restaurant ça veut pas dire mal manger. Ça, t'es pas obligé de vider une bouteille de pinard et de whisky. Tu peux boire un verre de vin, moi j'aime bien le vin, c'est le seul alcool que je bois. T'es pas obligé à chaque repas boire un verre de vin, on est d'accord. Tu peux sauter le dessert. Et il y a plein de choses saines à manger. Une viande grillée avec des légumes, que ce soit des frites, bah, tu prends des légumes. Un bon plat de pâtes, ça fait de mal à personne. Un bon poisson grillé, ça fait de mal à personne. Je pense que tu peux manger quand même assez sainement. Alors oui, certains restaurants, c'est du cuisine au beurre, mais moi je vais pas manger 6 fois par semaine au restaurant, c'est ça, mais 1 ou 2 fois par semaine, je pense que à mon âge, en tant que retraité, ça pose pas de problème. Ok. Tu vois, en tant que sportif, je le faisais pas. Par contre, voilà, ça c'est un truc. Tu parlais de sacrifices. Les plus gros sacrifices que j'avais, c'est ma mère viens manger à la maison. Ah non, je suis en période de couple. Ah, on est invité chez tel chérie, je peux pas y aller parce que je préfère rester. J'étais très extrémiste, vraiment très extrémiste dans la nutrition. Mes entraînements, c'était tout dans l'extrême. Alors je pense que je suis aussi passé à côté de beaucoup de choses parce que relâcher du lest, je pense que ça m'aurait fait du bien. Mais maintenant, je le sais. À l'époque, même si j'avais voulu le faire, je me serais trop voulu de le faire. Parce que je vois maintenant des combattants de très haut niveau qui sont bien meilleurs que moi, et ils prennent des cuites, ils s'amusent. Et je pense que peut-être que le fait de déconnecter entre les... Moi, je dis une bêtise, je finissais mon fight, un jour ou 2 jours après, j'étais déjà en train de m'entraîner. Ah ouais, ok. Il n'y avait pas cette période mais pourquoi faire Pourquoi faire Alors déjà, je mange... C'est peut-être 15 ans que j'ai pas touché à une frite du McDo, j'adore les frites. Mais je mange pas de fast-food. Alors si je veux des hamburgers, je les faisais déjà moi à l'époque, mais une bonne pizza. Mais voilà, j'aurais dû me relâcher pendant 1 semaine ou 2 et manger une pizza, aller au restaurant avec les amis, boire un verre d'alcool, pourquoi pas prendre une petite murge. Peut-être ça m'aurait fait du bien. Mais je m'en rends compte maintenant. Je pense qu'avoir cet aspect de déconnexion, c'est important. Mais moi dans ma tête, non, il faut que je performe, il faut performe tout le temps, et je pense ça c'est pas bon. C'est pas bon. J'avais entendu même GSP, donc Georges Saint-Pierre, ceux qui ne connaîtraient pas, il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était avant Bisping, il avait pris pour son anniversaire, je crois que c'est le seul jour où il se prend une quitte et puis... GSP il aime bien faire la fête. Ouais, ok. Moi j'étais 1 mois au Canada, alors j'ai eu droit à tous les épisodes, on m'a raconté plein de choses. Mais il a totalement raison. Mais tu vois, si un JSP peut le faire, j'aurais pu le faire. C'est clair. Alors est-ce que j'aurais été meilleur? Je sais pas. Mais j'aurais pu profiter un peu plus de la vie. Et je pense que durant le gros boom de ma carrière, on va dire les 5 dernières années, que j'ai commencé à combattre au Brésil, au Japon, etc., j'aurais une vie plus heureuse, on va dire, je pense. Même pour ma famille, ma femme, qui devait endurer ça, parce que c'était toujours une diète, la pauvre. Mais là encore là, alors ça va. Ils m'en soutiennent pour ça. Ils m'en soutiennent, incroyable. Tu connais la phrase, hein, à chaque grand homme, il y a une grande femme. C'est l'exemple parfait. Susanna, elle a cru en moi. Enfin, elle a cru en moi, je sais pas, parce qu'au début, elle pensait que je jouais aussi. Hein.
les sports de combat pour mes parents et ma femme, c'était un amusement. Ils n'avaient pas encore ce truc. Moi, j'arrête de parler à mon père pendant 2 ans ou 3 ans à cause de ça aussi. C'est vrai. Mais, encore un sacrifice. Encore un sacrifice. Mais tout ça pour qu'au final on croit en moi et j'ai dû faire beaucoup de sacrifices et je me suis battu pour les obtenir. Et je pense qu'il manque beaucoup maintenant à la génération actuelle, c'est qu'elles se battent plus. Elles ne savent plus se battre. Parce que aujourd'hui tu as ton téléphone qui casse, avant on le réparait, maintenant tu le changes. Tu vois. Tout est. Ils veulent plus se battre. T'es fâché avec ta copine, ciao. Ouais. Ah ouais, lui, mon pote, il me saoule, il est pas venu, je l'ai invité à manger, il est pas venu parce qu'il a été chez un autre. Ah, c'est trop dur. Les bips, on censure. Mais, les gens, ils veulent plus se battre. Et je pense que. Chose que nos parents, ils avaient, parce que je pense qu'ils ont passé des choses. Mes parents, ils sont immigrés, il y en a eu beaucoup d'autres, ils ont beaucoup plus souffert que nous. Je pense qu'ils ont donné beaucoup plus de valeur à la vie, à la vie familiale et au travail, parce que mon père il a travaillé 36 ans pour la même entreprise. Il a tellement qu'il en a attrapé un cancer. Et même quand il avait son cancer, il allait travailler. Tu vois, qui fait ça aujourd'hui? Tu fais une noce le samedi, tu prends congé lundi, quoi. Enfin, congé, je suis malade. Quoi. Et mon père, s'il a été malade 3 jours 35 ans, 36 ans, c'était beaucoup, tu vois. Bien sûr, même moi, hein, des matins, je suis tellement fatigué parce que tu as les jumeaux qui se réveillent 6 fois dans la nuit ou 10. Et à 5h30, ton réveil il sonne. Et en fait, ça fait déjà 3 heures que tu es debout. Tu t'es couché à 1h du matin et tu dois faire une journée de 15 heures. Je pourrais abandonner 15 fois, je le fais pas. J'ai pas le droit. T'as pas le droit? J'ai pas le droit. Mais pourquoi? Mais parce que je dois être un exemple. Tu vois, je veux dire, pour tout le monde, pour ma famille, pour moi-même, tu vois. Et tu dois être un exemple. C'est que je peux pas conseiller aux gens de jamais lâcher et moi lâcher, tu vois. Tu vois, je veux dire. Je critique pas, mais je vois beaucoup de gens, ils blablabla, et au final, par derrière, ils font pire. Non, si tu veux être un exemple, tu dois être crédible, tu dois faire les choses, même au fond de toi. Moi, quand je me lève le matin, je suis fier de ce que je fais. Je peux me regarder dans un miroir. Je pense que c'est pas pareil pour tout le monde. C'est pas pareil pour tout le monde. Alors voilà, se battre pour tout. Alors, tu parles de lâcher les études ou faire moins d'études pour relancer un projet. Mais moi, je connais des centaines de personnes qui l'ont fait, mais qui ont abandonné en cours de route parce qu'il y a eu trop d'épreuves. Moi, pour le Fight Move, tout le monde pense que je suis milliardaire et que tout était facile et que j'ai eu de la chance. Je suis passé par des sacrées difficultés. Financières et tout, bien sûr. Ça, c'est la facilité de parler des personnes qui voient quelqu'un qui a un peu ou beaucoup de succès, qui ne voient pas tout le chemin qu'il y a eu, qui voient pas, tu vois, ils sont pas chez toi, ils voient pas quand toi tu te lèves, t'es fatigué, mais tu vas quand même, et à la fin, à 10h, t'es toujours là, comment je passe en voiture. Beaucoup de gens ils pensent que je travaille 2 heures par jour et je suis assis en train de boire des cafés, non, c'est pas tout à fait ça. C'est presque ça, mais c'est pas ça. Non, c'est difficile. Je pense que pour tout entrepreneur, c'est difficile. Un employé, l'avantage qu'il y a, c'est que tu finis ton travail à 4h30 ou 5h, tu as fini ton travail. Exact. Moi, des fois, à minuit, je suis encore en train de répondre aux emails, mais je le fais plus. Alors, j'ai lu un très bon bouquin qui s'appelle Make Time. C'est des gars de Google qui ont fait parce qu'ils étaient submergés par le travail, toujours sur leur téléphone, etc. C'est un livre récent? C'est un livre, je sais pas, je saurais pas te dire. Mais il est assez sympa. Alors tout n'est pas faisable, mais il y a pas mal de choses que j'ai picorées, dont j'ai enlevé mes emails de mon téléphone. Parce qu'au final, ça devenait un stress dans le sens, j'avais les messages qui arrivaient, je regardais. Les pop-up. Et au final, ça devenait une habitude. Est-ce que j'ai reçu un message? Même si tu sais que tu n'en as pas reçu, tu vas quand même regarder, c'est un automatisme. Tu vois. Les clients qui écrivent, les questions, et ils répondent dans la minute. Ça, c'est des choses que j'ai supprimées. C'est que maintenant, si je veux lire mes emails, je vais sur mon PC, je dois me connecter. Mon code, il est comme ça long. Alors, c'est chiant. C'est chiant. Exactement. Tu ne peux pas toujours. Je ne peux pas toujours. Et au final, ça va très bien. La même chose sur Instagram, tu ne peux plus m'envoyer des messages dans les stories. Parce que dès que je postais un truc, il y avait les gens qui te répondre. Ils peuvent te répondre par un pouce, un cœur, etc. Mais des gens qui te posent des questions, qui utilisent ce moment-là
pour entamer la discussion. Bah, des fois, tu n'as pas envie de parler avec ces gens parce que tu sais pas qui c'est. Ou tu réponds pas, alors tu passes pour un con. Et de nouveau, ça devient un stress. Parce que tu te dis, ah, mais si je réponds pas à lui, il va être fâché, c'est peut-être un futur client. Tu vois, et ça, c'est toute une maturité que j'ai mis du temps à faire. Et bah, c'est génial. Je vis vachement moins stressé. C'est un stress que tu peux t'enlever. Puis au final, tu vis ça n'a rien changé par rapport à tes clients, ça n'a pas eu une urgence. Ça change rien. Exactement. Avant, bah, les WhatsApp, là, en ce moment, bah, avec le Covid, je reçois beaucoup de messages. Bah, envoyer un message sur info@fmatc.ch et ma secrétaire te répondra. Oui, mais non, mais c'est pas moi qui m'occupe de ça. Bonne journée. Et la plupart des gens, ils comprennent que j'ai pas envie de m'en occuper. J'ai la chance d'avoir des employés pour faire ça. C'est des choses que je déteste faire, tout ce qui est contrat, abonnement, tout ce... Moi, j'ai une relation avec l'argent qui est peut-être pas pareille avec tout le monde, je déteste ça. Moi, j'aime bien faire mon sport, j'ai pas envie d'avoir mes clients et de voir des dollars sur leur tête. Tu vois. Alors lui, il me doit 20 francs, lui, il me doit 500 francs, j'aurais plus de plaisir, tu vois ce que je veux dire. Moi, je m'en fous. Tu sois riche, pauvre, ou peu importe, pour moi, tu es la même personne. Tu vois. C'est que je vais te donner la même énergie, que tu sois très riche ou très pauvre, on s'en fout. Tu vois. Alors, si je commençais à avoir tous ces aspects financiers, etc., je pense que j'aurais beaucoup moins de plaisir et beaucoup moins de passion à faire ce que je fais, à mon avis. Mais ça a toujours été comme ça? Ça a toujours été comme ça. Ah, bah oui. Ah, oui. Sinon, l'académie, je pense qu'à une époque, j'aurais eu beaucoup moins de problèmes financiers parce que j'aurais les poursuites, tout ça. Ah ouais, non mais c'est bon, laisse tomber, tu fais des cadeaux à lui, ouais mais c'est bon, tu peux faire un rabais. Et bah ça, c'est ce qu'on m'a conseillé au niveau financier, c'est que tu peux pas mélanger l'aspect commercial et l'aspect... et ça, il faut séparer. Au bout d'un moment, tu dois te détacher de ça, parce qu'au final, tous ces gens-là qui ont des problèmes financiers, bah, ils sont engagés sur quelque chose. Et bah, toi, tu as fait une provision sur ces engagements. C'est-à-dire que tu as peut-être investi, etc. Et si tu fais des cadeaux à tout le monde ou autre, bah, tu ne peux pas t'en sortir, c'est que tu dois payer tes factures. Et ces gens-là, bah, aussi par expérience, tu te rends compte que c'est les mêmes qui partent en vacances, qui s'achètent 18 paires de baskets différents, mais qu'après ils vont gratter pour pas... Alors qu'au final, c'est comme toi qui leur apporte un bien-être, qui leur apporte leurs abdos à la fin, avant l'été, qui leur permet de draguer des filles avec qui ils ont acheté une belle voiture. Non, je blague, mais tu vois, c'est toujours la même chose. C'est que je pense qu'on ne donne pas assez de valeur au sport. Et avec tout le bien qu'on apporte aux gens, toute l'énergie qu'on transmet, bah, tu vois les coachs qui sont chez nous, je pense qu'ils transmettent beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ont des soucis, des problèmes. Quand ils viennent là, ils n'ont plus de problème. Ils font leur heure, leurs 2 heures de sport, et ils évacuent tout ça. Mais il faut qu'ils soient reconnaissants aussi envers ça. Clair, je parle pas que de ma salle, hein, n'importe quelle salle de sport, du tennis, peu importe. Je pense que les gens ils doivent valoriser un petit peu plus ces choses vraies, ces choses humaines, pas toutes ces choses matérielles. Avoir 3 likes en plus sur une photo, je pense que c'est pas ça qui est important. Non, complètement. Mais malheureusement, aujourd'hui, ils ont réussi, je pense, les réseaux sociaux à attirer beaucoup plus d'attention sur ça que les vraies choses, que de discuter comme on est en train de faire, partager un moment social, parce qu'avant tout, je pense que ma salle de sport, je parle de la mienne, on ne va pas parler des autres, c'est un endroit où les gens ils viennent parce qu'il y a un aspect social. Tu viens, tu rencontres des gens, tu as des amis, ah ciao, comment tu vas, c'est longtemps que je t'ai pas vu, ah on mange un truc après ensemble, boum, tu transpires, tu fais un effort avec ton partenaire, et c'est un moment c'est des moments de partage qui sont énormes. Ce que tu crées dans ce moment-là, dans la souffrance, dans la difficulté d'entraînement, qui t'aide après pour la suite. Ça va survivre à ça et tu arrives à transposer ça sur autre chose. Mais justement, je me demande, peut-être que toi tu pourras me répondre, avec tes élèves, étant donné que tu as des élèves tout petits, jusqu'à des adultes âgés, tu as des athlètes, tu as une équipe pro. Moi je vois le sport et beaucoup de choses que je fais comme des choses, ça fait 2 fois chose. Des choses. qui m'aident en fait à me durcir mentalement et physiquement du coup avec le sport. Parce qu'en fait c'est comme tu as dit, moi mes parents c'est aussi des immigrés. Moi concrètement j'ai toujours tout eu. On n'a jamais été riches, mes parents ils sont arrivés ici, ils n'avaient rien du tout, rien, absolument rien, ni la langue ni rien.
Mais j'ai jamais manqué de rien. J'ai toujours tout eu, toujours mangé, toujours eu un toit, donc on peut dire que j'ai toujours tout eu, quoi. C'est génial, quoi. Bah ouais. Exactement, c'est génial. Et du coup, j'ai jamais eu de grandes difficultés dans ma vie. Et par le sport, par... je vais dans le lac en hiver, je me douche tout le temps à l'eau froide, je fais des jeux. Oui, vous êtes votre mode de douche froide. Je recherche ça en fait, de me mettre en difficulté. Ouais, parce que la vie est facile. Sortir de ta zone de confort. Exactement, sortir de ma zone de confort de manière quotidienne, au cas où, un jour, j'ai une expérience douloureuse. Peu importe l'expérience, j'en ai eu quelques-unes, mais des décès dans la famille. Et je pense que ça aide, ça crée quelque chose dans ton cerveau. Bien sûr. Qui t'apprend à souffrir. Bah, à souffrir et de nouveau à te battre. Exactement. Voilà, c'est marche ou crève au final. Pour beaucoup de choses. Hein. C'est des grands mots, mais ça te permet d'avancer dans n'importe quelle situation. Et beaucoup trop de gens, ils abandonnent. Moi, je pense qu'on a énormément de cas de dépression en Suisse, en plus maintenant avec le Covid. Énorme, mais tu vois. Bonjour. Mais c'est des gens qui n'ont jamais appris à se battre ou qui n'ont jamais eu cette chose de se challenger, de se faire mal. Exactement. On se fait mal. Hein. On se fait mal. Moi, j'aime pas. Mais je le fais quand même, tu vois. Exact, on le fait quand même. Parce que, le problème, c'est que des fois, ça vient. On aime presque se faire mal, tu vois, au final, quand même. Parce qu'on revient le lendemain, tu vois. Exactement. C'est qu'on aime quand même un peu. Ouais. Et je pense que c'est hyper important, toutes ces choses-là. Bon, on a été coupé, donc on reprend juste, on parlait de souffrance. De douleur. Justement, tu as dit que maintenant, la génération que tu vois aujourd'hui, je pense notamment tes élèves, où c'est, je sais pas, ils cassent leur natel, ou c'est tout dans les photos, Instagram, etc. Est-ce que tu remarques un changement au niveau des... Par exemple, avec tes anciens élèves, et quand je dis anciens élèves, je pense à des potes à moi... Ceux qui ont au tout début, quoi. Voilà, exactement. Mais je pense qu'on vous a quand même mis dans une bonne direction, je pense. Parce qu'on vous a mis certains outils en main qui vous ont permis de réussir dans votre vie, de vous battre, dans vos études, dans votre travail, etc. Qu'on le veuille ou pas, peut-être c'est inconsciemment, mais avec certaines méthodes d'entraînement, c'est des choses que vous avez pu utiliser et qui vous ont aidé en fait à vous surpasser, on va dire. Tu vois. Comme à l'entraînement, tu cherches à te surpasser, vous avez votre coach qui vous crie dessus, vas-y encore. Là, vous avez cette voix interne qui vous dit encore, mais vas-y encore, ne lâche pas. Tu vois. Alors, je pense qu'il y a un peu de ça. Moi, je discute beaucoup avec les parents ou même avec des élèves à moi. Il y a vraiment une déconnexion, je pense, entre les gens qui font du sport et ceux qui ne font pas de sport. Et ce que les gens doivent comprendre, une fois j'ai une discussion avec, je vais donner 2 exemples. Ces jeunes-là, je dis, mais vous savez, aux États-Unis, les gens à la mode, c'est pas ceux qui fument ou qui boivent et qui font la fête, c'est ceux qui font du sport. Et c'est ça que ça doit devenir en Suisse, à Neuchâtel. C'est ça que je veux, c'est que les gens cool, c'est les sportifs. C'est pas les gars qui font la noce et qui se bagarrent à 15 contre 1. C'est pas eux les gars cool. Hein. Les gens cool, c'est vous. Et ça commence à rentrer, tu vois. Et même ce que je dis souvent aux petits jeunes, je dis, mais toi tu préfères quoi, être le super-héros ou le méchant? Heureusement tout le monde a répondu le super-héros. Je dis, oui, tu dois être le super-héros, c'est ça, c'est que tu dois avoir une ligne de conduite irréprochable. Tu dois être un exemple, tu dois être une bonne personne, tu dois faire les bien aux autres, pas l'inverse. C'est facile à comprendre au final. Hein. Ouais. Mais d'ailleurs, moi je suis plus dans ce truc cool et pas cool, hein, je sais plus trop ce que c'est, mais il me semble que justement tu as réussi à rendre les sports de combat. En fait, le Fight Move Academy est devenu cool. Ouais. Moi, c'est au Fight Move. T'es cool. C'est pas dans le Jiu-Jitsu par contre. Pourquoi? Je sais pas. Il me semble qu'on n'est pas cool dans le Jiu-Jitsu. On a réussi à se débarrasser de certaines personnes aussi. On a fait le nettoyage. Avec le coach qu'on a maintenant qui est exceptionnel, je pense que ça va venir cool. Ouais. Ça va venir très cool. Ouais, je me réjouis de prendre. Ça aussi, c'est une chose importante, c'est savoir s'entourer de bonnes personnes. Alors, de nouveau, de ce côté-là, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai fait confiance à des escrocs et des gens humainement ignobles. Mais voilà, tu dois passer par là parce que des fois tu as un masque et tu dois faire enlever ce masque pour comprendre qui est la personne.
Mais oui, le but pour moi, c'est vraiment de rendre cool le Fight Move. C'est que tu portes le t-shirt FMA. Moi, je veux que quand je me balade en ville, je croise plein de t-shirts FMA. C'est cool. Mais c'est aussi un truc hyper bien parce que c'est genre un gilet pare-balles. Moi, je le dis souvent, c'est que quand tu as un gars qui a un t-shirt Fight Move, t'as pas envie d'aller l'emmerder. Alors déjà ça calme, ah oui, mais s'il fait du crossfit. Non, on s'en fout, tu vois, il y a quand même un petit, je vais pas aller foutre la merde dans son groupe parce que il y a le bodyguard qui est là, tu vois, ça met comme un frein, tu vois. Je dis pas que ça doit être ça, mais je pense que je veux que le sport ça devienne, comme je dis pour ces jeunes, tu fais du sport, t'es le gars cool. C'est pas parce que tu bois, que tu fumes, parce que malheureusement il y a beaucoup de jeunes, pour rentrer dans un cercle de personnes, pour s'insérer, je dois fumer. Exactement. Le moyen social quand tu rentres dans les nouvelles écoles, c'est dans un groupe, il y en a 15 qui fument, tu dis tu veux pas fumer, tu veux pas les clopes. Tu dis 3 fois non, mais la 4e fois peut-être tu vas dire oui. Pourquoi si tu fais du sport, tu vas toujours dire non. Tu vois. Et c'est ça que je veux parce qu'il n'y a rien de sain là-dedans et ça apporte rien à la personne. Quoi. Donc en fait pour toi le sport, ça amène un cadre. Ça amène un cadre de vie. À chaque personne. Bien sûr. Une ligne de conduite, des choses saines au final. Et c'est ce que le sport t'a amené à toi. Oui, bien sûr. Tes entreprises. Pour mes entreprises, pour le tout. Hein. Bien sûr. Cette discipline, moi, de combattre. Moi, je veux de combattre, de se battre. Exactement. De ne pas lâcher. De pas lâcher. Prendre des risques. Prendre des risques, oui. Hiking, c'est un risque. Hiking, c'est un risque. Passer un triangle, c'est un risque aussi. Non, mais bien sûr, je pense que toutes ces choses-là, ils m'ont amené à tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai entrepris jusqu'à maintenant. Bien sûr, ça m'a beaucoup aidé. Je pense que ça peut aider tout le monde. Puis au niveau de. Tu parlais que des fois tu fais des heures de 15 heures, des journées de 15 heures de travail, même plus. Ces derniers temps, je me pose beaucoup la question par rapport au sommeil. Moi, j'ai des journées qui sont assez chargées aussi. Quand je dis des journées chargées, c'est justement j'essaie de faire du sport régulièrement. Et après, il y a le travail, et maintenant il y a le podcast, et il y a la famille, il y a les relations. C'est court les journées. Exactement, elles sont très courtes. Comment est-ce que tu. Déjà, pour toi, c'est le sommeil en tant que sportif, du coup, j'imagine. Mais bon, avoir ta tête, je suis pas sûr que ça devait être important. Ça devait être important. Enfin voilà, je te mais alors, moi je suis un très mauvais exemple. Je suis quelqu'un qui dort très peu. Quoi de mauvais exemple? Mais très peu. Très peu. Alors voilà, mais on dit aussi que tous les grands. Tu te sens bien? Moi je me sens bien, ouais. Mais je suis pas sûr que beaucoup de gens y tiendraient avec les heures de sommeil que je fais. T'es une de ces personnes qui a... Je suis partie de ces grands entrepreneurs qui dorment 3 heures par nuit. Tu sais, le pourcentage de personnes. Donc le pourcentage de personnes qui sont très fonctionnelles, mais pas seulement fonctionnelles, mais aussi qui en fait que leur corps ne demande pas le sommeil, mais c'est, je sais plus le pourcentage, mais c'est un truc comme 5 ou 10% de la population mondiale. Moi je dors très peu, mais de nouveau c'est que maintenant j'essaie aussi de me coucher plus tôt, je me force à me coucher, mais il y a des périodes où je dormais 3, 5 heures, en plus avec les jumeaux c'était pas mieux, mais t'es pas performant à 100%. Alors moi je fais pas de sieste en plus, c'est que je voulais même essayer une fois, il y a une méthodologie de tu dors 3 heures, et après tu fais des micro-siestes de 15 minutes, etc. Mais j'ai pas essayé parce qu'on m'a dit qu'il fallait 1 mois pour s'habituer, etc. Mais moi j'essaie de dormir entre 6 et 7 heures par nuit. J'essaie maintenant de vraiment avoir ça me correspond bien. Ça n'a pas toujours été le cas. J'ai déjà dormi beaucoup moins. Moi je dors bien, c'est que dès que c'est pas que je ressasse ma journée, non, moi quand je dors, je dors. Mais je me réveille des fois la nuit parce qu'il y a un bruit. J'ai un sommeil très léger. Tu vois. Donc maintenant c'est pire avec les jumeaux. Ils dorment rien, c'est comme ça. Ils dorment rien. Non, ils dorment vraiment rien. Ils tiennent de moi, je pense. Mais j'ai toujours été comme ça. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je me levais à 5h, 5h30, 6h pour regarder les dessins animés avant de partir à l'école à 7h, tu vois. Mais ça a toujours été comme ça, tu vois, depuis tout jeune. J'ai toujours eu des cernes. Tu vois, sur toutes les photos de famille, je suis sûr avoir des cernes, tu vois. Pâle, blanc, des cernes. Pourtant, je performais dans tout ce que je faisais, mais je sais pas. Après, c'est, je pense, une habitude. Et j'arrive pas à dormir plus que plus, tu vois. Donc, t'arrives pas? Non, j'arrive pas. Non, moi j'ai mon horloge interne. Si je mets mon réveil à 8h, je me réveille à 6h30, tu vois.
J'essaie des fois, je me dis, le dimanche, je vais mettre le réveil un peu tard. Que nenni, que nenni. Parce que moi, j'ai ce problème. Moi, je suis comme toi, je dors entre 6 et 7 heures. J'essaie vraiment de me forcer de dormir 6 et 7 heures. On se couche tôt avec ma copine pour, justement, je me lève tôt. Mais par contre, si le dimanche, je mets pas de réveil, je mets toujours de réveil. Si je veux pas... Non, justement. Ah, tu dors tout le temps. Ah ouais, moi je pourrais dormir. Ah, c'est génial. Je pourrais dormir. Ouais, mais je le fais jamais. Mais fais-le pas trop parce que c'est pas bon de trop dormir non plus. Ouais, non. Ouais. Mais après, t'es déréglé aussi. T'es déréglé, ouais. Après, je pense que si tu te couches tôt, quand je dis tôt, c'est 9, 10, 11 heures, ton sommeil il sera beaucoup plus récupérateur que si tu te couches à minuit et que tu dors 10 heures. Ouais, en tout cas, il y a des études qui montrent qu'à partir de minuit, c'est un sommeil qui... Ouais, maintenant, moi, dès que je sens le sommeil, je dis chérie, bonne nuit. Elle quinte, on passe du temps ensemble, je dis mais voilà, tu sais, elle me dit plus rien, mais si je vois qu'une fois à 9h30 je suis éclaté, je vais me coucher à 9h30, je vais me réveiller peut-être à 4h30, 5h du matin, et je me sentirai au top de la forme. C'est comme si j'avais regagné, j'avais dormi 10 heures. Okay. Du coup, une journée normale pour toi, type, c'est quoi? Donc tu dors 6-7 heures environ? Je me réveille entre, ou plutôt 5h30, 6h. Je mange, je prends le petit déjeuner, je prends le bus pour l'académie. T'as des routines matinales? Ouais, j'ai une routine, je prends le petit déjeuner, j'aime bien manger le matin. Je commence à donner mon premier cours privé à 6h30, par exemple, quand je parle hors Covid. Je donne des cours privés, on va dire, jusqu'à 10h. De 10h à midi, je m'occupe des compétiteurs. Soit je m'entraîne avec eux, soit je m'entraîne à côté, genre entre midi et 1h, etc. Et ensuite, j'enchaîne entre rendez-vous, cours privés, et après le soir, de 5h à 19h, 20h, 21h, je donne des cours, des classes. Quoi. Ok, des journées. Des journées. Ça de lundi à vendredi. Le samedi, de 8h à 13h, 14h, je donne des cours aussi. Et souvent, je suis en compétition le dimanche. Maintenant, avec. T'avais Philippe Rose aussi? Ouais, Phil Rose. Ouais, Phil Rose, ouais. Ok. Qui a rejoint aussi la team. Et, là, c'est quoi? C'est officiel? Alors, oui, il me considère comme son coach. C'est lui, à la base, il est venu une semaine pour aider Volcan à se préparer. Parce qu'on avait des dates, mais on n'avait pas de date définie, mais ça pouvait être proche. Nous-mêmes, est-ce que tu es prêt? Et à la base, il était venu que pour une semaine. Ensuite, il a vraiment adoré les entraînements. Il a dit est-ce que je peux rester plus longtemps? Et on a reçu entre-temps une proposition de Fight et il m'a demandé de le coacher. Ok, ouais. Et malheureusement, ça a été annulé. Ça a été repoussé au 20 février. Je suis supposé y aller pour le coacher, mais avec toutes les restrictions, je ne peux pas me permettre maintenant, avec mes enfants, etc., d'avoir 2 semaines de quarantaine ou d'être bloqué là-bas. Je n'ai pas envie de prendre de risques. Alors malheureusement, peut-être que je ne pourrais pas y aller. Et on reçoit de plus en plus de combattants, UFC, pas UFC, pour faire des camps d'entraînement. C'est top ça. Ouais, c'est cool. Du coup, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Phil Rose, c'est un combattant de UFC. Voilà. Moins de 84 kg, c'est un middleweight, c'est un prospect. Ils attendent beaucoup de lui en fait. Et on va boucler gentiment, étant donné qu'il y a des personnes qui rentrent dans l'endroit où on est. Est-ce que tu aurais des livres, tu as dit que tu lisais beaucoup, en tout cas les livres t'intéressent beaucoup, que tu recommanderais, que ce soit pour une partie de développement personnel au niveau du sport, ou même d'entreprises, ou vraiment des livres qui t'ont aidé? Alors moi j'aime bien Make Time, je pense que c'est bien. De ces gars de Google. C'est les gars de Google qui ont écrit. Et là je suis en train de lire un truc qui est assez intéressant, c'est Petit Chef, Vrai Patron. Ah ouais, j'ai déjà entendu parler. Ça c'est sympa. J'en ai déjà entendu parler. Il donne justement des exemples de patrons horribles, plusieurs façons de manager, d'autres qui étaient trop laxistes, etc. Et c'est pas mal l'approche. Moi je pense qu'au tout début, même moi en tant qu'entraîneur, j'étais très dur, très carré. Maintenant je pense être un coach vachement plus cool qu'avant, et ça marche tout aussi bien. Peut-être parce que le manque d'expérience, tu devais te faire respecter, maintenant je me fais respecter automatiquement. Et en tant que patron aussi la même chose, je pense que j'étais beaucoup plus dur avant en tant que patron. Je suis toujours très exigeant, je suis très exigeant avec moi-même. Et je donne toujours carte blanche, mais t'as pas le droit à l'erreur. C'est ce que je dis souvent à mes employés. Mais je laisse beaucoup de liberté, mais je veux que le travail soit fait. Alors, quand les choses sont pas faites comme je veux, etc., je suis assez dur. Mais toujours juste. Donc, si je vais être sévère, peut-être le moment pour régler le problème, et 2 minutes après, c'est pas que je serai
on ressasse la même chose et un mois après, on parle du sujet, on le règle et ça c'est fini. Voilà. Ça c'est un avantage, je ne suis pas rancunier. Mais ce livre de management, il est pas mal. Je pense qu'il y a plein de livres comme ça maintenant, de cas. Je pense qu'il ne faut pas prendre tout à la lettre. Il y a le livre, le 4 heures par semaine de travail. Je pense que ça ne peut pas correspondre à tout le monde, parce que c'est impossible, mais il y a des petits tips, des petites astuces à apprendre. En fait, ce livre, je l'ai lu. Et le but, c'est pas 4 heures de travail, mais c'est plus. En fait, par exemple, les mails dont tu parlais avant, t'arrêtais de répondre à minuit. Moi, j'ai pris ça de ce livre. Voilà. Moi, j'ai plus de notifs sur mon Intel, mais que ce soit WhatsApp, ça fait très longtemps. Moi, j'ai pas WhatsApp. Voilà, exactement. Les mails, j'ai plus. Et quand je fais des choses, quand je suis en train de bosser au bureau, je ferme Outlook, je fais mon truc et après j'ai un moment où je vais regarder mes mails. Ça a beaucoup changé, ça a beaucoup changé la vie. Parce que j'avais tout le temps mon app Outlook ouverte, j'avais des notifs, je regardais, donc je perdais en productivité. Et j'étais dans une période où la productivité c'était hyper important pour moi et je me sentais improductif. Donc il y a toute cette partie de mail. Donc comme tu dis, il y a plein de livres qui sont cool où tu peux prendre plein de tips. Je pense qu'il faut s'inspirer. Ça sert à rien de prendre tout à la lettre. Parce que ça peut pas être un livre ne peut pas être fait à 100% pour toi. Par contre, tu es sûr que dans le livre, tu auras plusieurs astuces que tu peux essayer, voir si ça ne te correspond pas. Tu parlais de rituels, il y a le Miracle Morning, toutes ces choses-là, il y a tous ces livres. Voilà. Il y a plein de livres. Après, je pense qu'il y a aussi beaucoup de livres de charlatans, il faut faire attention. Alors, il faut regarder un peu les commentaires et justement pas tout prendre à la lettre. Tu vois, faut pas croire c'était quoi le livre Père riche, Père pauvre. Faut pas croire qu'en lisant ce livre, tu vas devenir millionnaire. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui pensent que je vais lire ce livre, dans 6 mois, je suis millionnaire. Mais non. Ce gars-là, c'est ce que tu disais avant. Lui, on le voit aujourd'hui, mais le travail qu'il y a derrière, le sacrifice. Et voilà, ça aussi, c'est que beaucoup de gens ils lisent ces livres, mais ils sont pas prêts à prendre ni les risques, ni les sacrifices. Alors, on dit souvent que beaucoup d'employés ils aimeraient bien avoir le rôle du patron, mais ils ne sont pas prêts à prendre les risques. Alors voilà. Et pour boucler, bouclons. Ma dernière question. Qu'est-ce que le succès pour toi? Qu'est-ce que le succès pour moi? C'est compliqué ça. Qu'est-ce que le succès pour moi? Je sais pas. Qu'est-ce que le succès? Ça peut être ta famille. Mais je pense juste le respect des gens, ça c'est le succès. Voilà. Avant le respect des gens. Reconnaissance. Je pense que ça c'est incroyable. Pas financier. Non, tu sais, de nouveau la relation que j'ai avec l'argent est assez particulière, mais moi j'ai pas envie d'être milliardaire ou millionnaire, parce que je pense que je connais beaucoup de gens qui sont très riches, qui sont malheureux. Alors je me dis, je pense qu'il faut avoir une qualité de vie, un juste milieu. Aujourd'hui, je pense que je préfère gagner moins et avoir plus de temps pour moi et ma famille que de gagner plus et avoir moins de temps. Parce que c'est bien d'avoir tout l'argent du monde, mais si tu ne peux pas en profiter, quel intérêt? Tu vois, alors, moi j'aime bien travailler, mais parce que j'ai la chance de faire mon métier, c'est une passion. Mais beaucoup de gens ils travaillent, mais pour faire du chiffre. On parle un exemple assez simple, ceux qui font de la bourse, mais ils sont pas heureux ces gens. Mais ils sont pleins d'argent. Est-ce que c'est ça être heureux? Est-ce que c'est ça la réussite? Alors plein d'argent, je pense pas. Je pense avoir une bonne qualité de vie, avoir ce juste milieu de avoir de l'argent pour te faire plaisir, partir en vacances, pas avoir de dettes. Et pouvoir profiter de ta famille, de tes amis, sincères, tu vois, sans devoir rouler en Ferrari, claquer des millions au restaurant, faire péter des bouteilles de champagne. Je sais pas, ça m'apporte pas du bonheur, tu vois. Et je pense pas que ce soit... Pour moi, c'est pas un modèle de succès. C'est pas un modèle de succès, ça. C'est cool. Parce que moi, je vois aussi la vie, j'allais dire de plus en plus comme ça, mais en fait, c'est comme ça que je l'imagine, quoi. Où t'as cette liberté financière, où tu peux faire les choses que t'aimes sans... Moi, les voitures, c'est pas quelque chose qui m'attire plus que ça. J'ai pas de permis. Alors, tu vois à quel point les voitures, je m'en fous, tu vois. Mais je pense, après, c'est philosophique, mais je pense que l'argent ne fait pas le bonheur. Il peut y contribuer, bien sûr. Complètement, mais après... Une balance. Peut-être au lieu d'avoir des chaussures à 5000 francs, tu peux avoir des chaussures à 50 balles et ça va très bien. Tu peux aller manger un restaurant à 100 francs, ce qui est déjà énorme, au lieu d'aller dans un restaurant à 1000 francs. Tu peux vivre sans ça et être très heureux, je pense.
Mais la valeur humaine, c'est ça, je pense, le plus important. La relation humaine, pardon. Parce qu'au final, il restera que ça. Hein. Au final, il reste plus que ça. Il reste plus que ça. Heureusement, d'un côté, heureusement. Sinon, je sais pas où on irait. Mais malheureusement, beaucoup de ces gens très riches, ils ont plus. Déjà, je pense qu'il y a aussi ce truc. Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce qu'il vient pas? Est-ce que c'est pas mon copain parce qu'il veut mon argent? C'est compliqué. Hein. Après, ils doivent rester dans cette sphère. Tout le monde est un peu high, alors qu'il est chaque fois plus high. Je sais pas. Moi, c'est leur vie, hein, c'est pas la mienne. je suis vraiment heureux dans ma vie, vraiment. Ma petite famille, mon académie, mes amis, c'est génial. Ça me fait plaisir à entendre ça. Ouais. Et où est-ce que les gens peuvent te suivre? Ou t'écrire s'ils veulent t'écrire, si t'as bloqué. Mais ils peuvent m'écrire en message privé, mais pas répondre à mes stories. Okay. Mais alors sur Nels Carvalho, sur Instagram, sur info@fmatc.ch, qui est l'adresse email de l'académie. Ils peuvent aller sur notre site internet fmatc.ch. Et il y a toutes les infos. Et il y a toujours un formulaire où ils peuvent écrire et poser des questions. Et on répond quand même. Hein. Ok, non, alors j'essaie de toujours répondre aux gens qui m'écrivent. Okay. Et après, bien sûr, notre site, notre page principale qui est Fight Move Academy sur Instagram aussi. Ok. Voilà. Nelson Carvalho. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était vraiment un plaisir. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.